Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jean-Loup Isambert. Jean-Loup, vous êtes un baroudeur de l'enquête, un journaliste d'investigation avec énormément de livres de qualité derrière vous. Je mettrai la liste sous le descriptif de cette vidéo. Mais aujourd'hui, vous nous présentez un livre qui est formidable. Je l'ai lu en une traite, Empêcher l'Europe, les États-Unis contre l'Europe aux éditions Culture et Racines, qui est un véritable coup de poing pour tout Européen qui se respecte, parce qu'autant on peut se douter qu'il y a une influence américaine en Europe, mais alors dans votre livre, nous découvrons qu'elle est forte, puissante, extrêmement infiltrée partout, et surtout, et ça j'ai découvert depuis très très longtemps. Qu'est-ce qui vous a apporté, qu'est-ce qui vous a amené dans votre parcours personnel à faire cette enquête? Bonjour Pierrot. D'abord, je vous remercie de votre invitation. Et puis ensuite, oui, je pratique le journalisme depuis 1972 et l'investigation depuis le début des années 90. Et cette enquête, j'y suis venu un peu elle fait suite à mon travail précédent, puisque je suis spécialisé sur l'investigation économique, financière et politique. Et en travaillant sur les cercles de la grande finance, je me suis tout naturellement intéressé aux zones d'influence de la grande finance. Et ce qui m'a amené à travailler plus précisément sur l'influence des États-Unis sur l'Europe. Quand je parle de l'Europe, je parle du continent européen, de la mer d'Irlande au détroit de Bering, avec tout spécialement sur le versant occidental, ce qu'on appelle l'Union européenne. C'est le fait que il y a eu déjà des événements très importants qui sont dissimulés dans les manuels d'histoire que vous connaissez, mais que peu de gens connaissent, savent. C'est notamment la première grande guerre impérialiste qui a été menée par les États-Unis en 1918 contre la jeune Russie révolutionnaire. Et puis il y a eu après ces accords clandestins pour favoriser l'accession, l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, le parti nazi, avec aussi, et c'est là en remontant ces traces, que je retrouve notamment des gens qui sont présentés aujourd'hui par l'Union européenne et la Commission européenne comme des grands architectes de l'Europe, des grands visionnaires, et qui sont en réalité des gens qui ont été soit des anciens collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui ont de toute manière été très proches des cercles d'influence des États-Unis. Vous avez vu, je consacre un paragraphe notamment à ses pères fondateurs, Jean Monnet, Oui. Pinet, Spaak et compagnie. Et puis les événements de 90 aussi, avec la disparition du mur de Berlin, qui en réalité est quelque chose, ça j'en parlerai dans un autre ouvrage parce que je ne l'ai pas développé là, mais qui était une volonté politique de certains dirigeants du Parti communiste de l'Union soviétique de l'époque, dont la première étape était de réunifier géographiquement le continent européen, avec toutes les conséquences que cela pouvait avoir en Russie même, mais il était nécessaire que la Russie retrouve ce dont la Russie révolutionnaire avait été privée par le pouvoir stalinien quand Staline est arrivé au pouvoir, à savoir la démocratie politique, économique. Et donc tout ça, c'était cette suite d'événements, on trouve toujours en sous-main les États-Unis, d'une manière ou d'une autre, pour mener la guerre. C'est un pays qui n'existe que par la guerre depuis avant même sa fondation en 1776, puisqu'ils ont toujours, on pense au massacre de la civilisation indienne, mais vous avez vu, je parle dans le livre aussi de cette enquête, cette guerre qui est peu connue, mais qui révèle la mentalité impérialiste des dirigeants de Washington, c'est-à-dire l'impérialisme commence, comme vous le savez, dans les années 1920, quand la grande banque devient propriétaire du Eh capital oui. industriel, où l'on voit les dirigeants de Washington décider de s'approprier l'or qui est stocké dans la Banque nationale d'Haïti. Ils envoient carrément des canonnières avec des Marines pour s'emparer de l'or, massacrer Haïti et ramener l'or aux États-Unis qui sera stocké dans la Banque de Wall Street. Alors vous allez me dire, ce n'est qu'une guerre, le peuple haïtien a été massacré, ils ont après imposé une dictature, ils ont pillé les richesses du pays, richesses agricoles, richesses du sous-sol, mais ça dénote une mentalité. Je veux dire, de guerriers, de vouloir imposer leur système. Ce ne sont pas des gens ce ne sont pas des croisés de la liberté, ce sont des croisés de la guerre et du massacre. Donc Oui, ça, ce qui le m'a mot qui me, intéressé, c'est de voir comment ça s'est passé sur l'Europe.
le mot qui me venait à l'esprit en lisant votre livre, c'était que c'était un empire pirate. Oui. Plus que l'empire du mensonge, parce qu'il forcément il faut mentir pour camoufler ses actes. L'empire du mensonge, qui est le qualificatif très bien ben trovato, comme on dit en italien, de Vladimir Poutine sur les États-Unis. Mais moi, je pensais à voilà, un pirate qui est prêt à faire, à dire n'importe quoi, quitte à aller piller. Et peu importe l'idéologie, s'il faut travailler avec les nazis, on travaillera avec les nazis. S'il faut même travailler avec les soviétiques, ils ont travaillé avec les soviétiques après les avoir essayé de les envahir. Euh, c'est à la source peut-être de cela. Je vais peut-être un peu en dehors de votre livre, mais quelle est la source culturelle de cette attitude-là? C'est les descendants de John Pierce Morgan, le pirate, de William Drake, ou il y a quelque chose Ah bah, d'étonnant dans ça? au départ, c'est un peuple de colons, donc qui cherchent à s'approprier des terres. Ils se sont bâtis sur les terres qu'occupaient les Amérindiens, qu'ils ont massacrés pour construire les lignes de chemin de fer, développer leur ville, en parquant les populations dans des réserves avec des massacres terribles. Et ça se continue après pour imposer leurs lois, parce que ce sont un peu des gens qui se sont, ces dirigeants de Washington, on le voit bien du reste au travers de l'histoire du Parti démocrate et du Parti républicain. Le Parti démocrate, dont il faut quand même rappeler qu'à sa fondation, il avait été fait par les principaux esclavagistes. Et donc, il y a eu après le Parti républicain avec Abraham Lincoln, qui a été le premier président républicain élu, mais il y a toujours eu derrière cette mentalité du point de vue culturel de gens qui se sentent investis d'une mission et supérieurs parce qu'ils ont conquis leur territoire et ils n'envisagent pas le monde autrement que sous leur loi. Quand vous lisez aujourd'hui des textes clubs de réflexion, de think tank aux États-Unis, que ce soit le projet pour nous au siècle américain ou les organisations qui lui ont succédé, il y a quelque chose qui est frappant, c'est que vous avez vu, je cite des passages dans le livre, j'en ai cité d'autres extraits aussi dans le livre que j'ai publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy sous le titre Les Destructeurs, où, je veux dire, mais ils disent carrément, il nous faudra commettre un bon paquet de massacres pour ouvrir les pays qui nous résistent à nos assauts culturels. C'est écrit noir sur blanc. Ouais. Pour eux, c'est quelque chose de naturel. Il ne peut pas y avoir d'autre loi que celle des États-Unis. Alors, ça, c'est leur manière de penser. Après, il y a la réalité des faits. Et on voit bien, du reste, ce qui est intéressant dans l'élection de Donald Trump, c'est qu'il y a la pensée, si je puis dire, philosophique, nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus forts. Et puis après, il y a la réalité sur le développement des pays, la réalité économique, et où l'oligarchie financière, parce que c'est cette oligarchie qui est derrière, qui est en désaccord, qui est en contradiction avec l'oligarchie européenne, principalement Baron de Rothschild et ceux qui sont autour, bien sûr. Aux États-Unis, je dirais principalement les Rockefeller. Mais l'essentiel pour les deux oligarchies, c'est que leur système perdure. Et le cas de l'Ukraine est flagrant. Je l'explique dans Les Destructeurs, mais j'en parle aussi, je crois, dans ce livre, dans cette enquête, où l'on voit depuis 2016, alors que vous avez les dirigeants européens qui ne cessent d'appeler à la guerre contre la Fédération de Russie par Ukraine interposée, sous prétexte de soutenir la dictature de Kiev. Il faut appeler les choses par leur nom, ce régime est une dictature. Au besoin, on y reviendra tout à l'heure. Mais dans le même temps, vous avez la Banque Rothschild qui réunit dans toutes les grandes capitales, en faisant le tour des principales capitales européennes, des investisseurs, des représentants des États, sous prétexte de reconstruire l'Ukraine, de moderniser l'Ukraine, etc., etc. Mais vous aviez bien avant cette oligarchie européenne, l'oligarchie des États-Unis qui était sur place, avec notamment pour s'approprier les richesses du sous-sol, mais aussi les richesses agricoles, les bonnes terres arables, avec Dupont de Nemours, Cargill, Monsanto, etc. Donc, on voit, c'est le pouvoir politique qui tient un discours, mais derrière ça, c'est l'oligarchie qui est à la manœuvre. Oui, oui, oui. Et ce qui est étonnant, c'est que je lisais il y a peut-être maintenant 20 ans les livres de Annie Lacroix-Ritz en me disant, et de William Bloom aux États-Unis, c'est un Ouais. pendant américain de ces thèses-là, et je me disais, non, mais c'est biaisé, ce sont des communistes, évidemment, qu'ils biaisent par anti-américanisme primaire leurs analyses et tout, mais avec le temps, et là, je vois que vous les reprenez à juste titre, on se rend compte qu'il y a cette volonté
de conquérir le monde entier, même de détruire les autres puissances, même à l'époque coloniale et impérialiste qu'était la France, l'Angleterre, ou de les phagocyter pour l'Angleterre, puis de détruire carrément la France, on le verra, leur prendre en fait leur colonie ne serait-ce que par l'influence économique, c'est le plus important, pour le pillage, et puis même le plan de démembrement de la Russie, effectivement, il démarrait Ouais. déjà à cette époque-là pour aller prendre, je suppose, les ressources naturelles. Euh, 1918. exactement, avec Quand l'invasion ils de ont l'Union fait soviétique. voilà, cette première grande guerre, et du reste assez flagrant, parce que les États-Unis ont fait une coalition internationale, parce que quand ils font une coalition, même si elle n'est pas internationale, pour eux c'est toujours international, avec une quinzaine de nations alliées, comme ils les appellent, Mhm, et ils vont carrément se partager le territoire de la Russie, avec les Allemands qui veulent s'accaparer les pays baltes et ce qui correspond aujourd'hui à l'Ukraine, les Japonais qui comptent envahir la Sibérie pour occuper la Sibérie et prendre ses richesses, les Anglais, qui ont toujours été attirés par l'odeur du pétrole, qui prévoient carrément de faire une confédération avec les États du sud de la Russie, avec toutes les richesses pétrolières, avec l'objectif d'aller après sur le Proche-Orient. Il ne faut pas oublier mhm, qu'en 1917-1918, c'est la déclaration de Balfour, et mhm, l'accord entre la banque Rothschild et le gouvernement britannique, qui fait que la banque Rothschild va investir, va permettre au gouvernement britannique de contrôler le canal de Suez par lequel transitent les trois quarts du commerce de la Grande-Bretagne. Donc tout ça, ça se passe à la même époque. Et quand on voit les choses avec du recul, on voit bien le rôle de l'oligarchie financière et les politiciens et ces politiciens domestiques, il faut les appeler comme ça, qui sont des serviteurs de ces intérêts, moyennant quoi bah, ils leur permettent d'accéder au pouvoir. mhm. Alors, le premier échec de cette expansion de l'Empire américain sur l'Europe, c'est De Gaulle. De Gaulle qui rejette l'AMGOT, le American Government over T, c'est pour Territories, alliés Allied territories. Territories, et qui finalement est capable de dire non dès 1945 et ensuite capable de tenir le coup jusqu'à son échec en 1969, sauf erreur. Oui, Ouais. Et donc, nous avons quand même une France leader des non-alignés, si on veut, et qui, en fait, plus que l'Union soviétique, l'opposant, en fait, idéologique aux États-Unis, mais en même temps, comme dirait le président que vous avez aujourd'hui en France, en même temps, elle rentre dans l'Union européenne du fer et de l'acier, puis la communauté européenne, oui. de la communauté européenne. Mais est-ce que De Gaulle savait que l'Union européenne, par ses monnaies, par tous ces oligarques qui en étaient à la source, était quand même bien infiltrée ou pas? Est-ce il se doutait de cette influence américaine? Oui, alors oui, mais je pense qu'il ne savait pas tout parce que il y a des choses qui sont terribles quand on tourne aujourd'hui en 2025 les pages de cette histoire de France. Par exemple, on retrouve Jean Monnet. J'ai pris le cas de Jean Monnet dans le livre, qui est présenté par l'Union européenne comme un grand architecte, un père fondateur de l'Europe, etc., etc. Ça, c'est le discours de propagande. Après, Mhm. la réalité des faits, moi, ce qui m'a interpellé quand je m'intéresse à Jean Monnet, c'est quand vous lisez la propagande de l'Union européenne, vous voyez Jean Monnet est présenté sur la période 1936-1945, il n'y a pas grand-chose. Il y a des pages sur Jean Monnet, mais c'est du Et pour délayage. cause. C'est du délayage. Quand on Ouais. cherche les faits précis, Jean Monnet est opposé au fascisme, au nazisme, et il part aux États-Unis et il devient banquier. Alors, bon, euh, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour savoir que Jean Monnet, il était d'une famille de producteurs de cognac. De Mhm. là à être, bon, il y avait certainement de l'argent, mais de là à être banquier, c'est autre chose. On est Il avait banquier, fait il avait fait pas mal d'argent au Canada quand il était jeune en oui, organisant des trafics d'alcool hein, c'est ça. ouais, avec les États-Unis sous la Tout à fait. Et Prohibition. alors, quand il part aux États-Unis, justement, Jean Monnet va retrouver un vieil ami qu'il a connu en 1919 à la conférence de la paix qui se tenait à Paris, qui est John Foster Dulles. Et John Foster Dulles, en 1930, est un soutien du parti nazi, mais ouvert, Ah qui oui, sera plus tard, John Foster Dulles, secrétaire d'État, et dont le frère, Allen Dulles, sera ah le bah, premier CIA. directeur civil de la CIA. Le, Et, le, et c'est le... Dulles qui va introduire Monnet
auprès de Wall Street, auprès d'un tas de cercles financiers. Il va le mettre notamment il est Dulles, il est associé d'un très important cabinet d'avocats new-yorkais, Sullivan et Cromwell, qui existe Mhm. toujours du reste, et qui gère qui est avocat de grande fortune, hein, Rockefeller et compagnie, et Morgan. Et il va rencontrer, Dulles va le mettre en contact avec George Murnane, qui est un affairiste qui vient d'une banque qui a fait faillite. Et tous les deux, ils vont créer une société. Cette société va avoir pour l'un des objectifs de cette société, c'est de blanchir les sociétés du Reich allemand. C'est-à-dire, comme il y a le Congrès des États-Unis qui a voté l'acte interdisant le commerce avec l'ennemi, Mhm. ils vont remplacer les actionnaires allemands par des actionnaires d'une autre nationalité, anglo-saxons ou autres, peu importe, et certains sièges sociaux de ces grandes sociétés vont être implantés dans des pays dits neutres comme la Suède ou la Suisse, par exemple. Et ça va permettre notamment aux grandes sociétés états-uniennes comme ITT, IBM, Coca-Cola, Ford, General Motors, etc., de continuer de travailler avec l'Allemagne nazie, de soutenir l'effort de guerre nazi par le biais de ses filiales, dont certaines sont situées dans des places offshore du reste. Oui, c'est vraiment fascinant de voir à quel point les industriels de l'Allemagne nazie ont largement survécu avec leur fortune intacte en ayant des magouilles fiscales et structurelles, en mettant des entreprises dont le siège est en Suède ou dans d'autres pays, mais qui ensuite gardent le contrôle de leur industrie en Allemagne. Et malgré avoir fait travailler des travailleurs esclaves, Oui, et évidemment travailler à l'effort de guerre. Donc c'est vraiment, oui, c'est du vraiment reste, Monet, étonnant. Aïe. Alors, comme je le disais, Monet, au moment où De Gaulle le nomme commissaire général du plan, va écrire au secrétaire général des États-Unis en lui disant il faut détruire De Gaulle. Donc c'est Éric Branca notamment qui a fait un travail remarquable dans un livre qu'il a publié sous le titre L'ami américain et qui montre toute cette duplicité. Mais il y a des choses qui sont vraiment frappantes. On voit par exemple Antoine Pinet qui à la Libération est déclaré est frappé d'indignité nationale et inéligible, qui, suite à l'intervention du Vatican, va être réintroduit et va reprendre ses fonctions au sein de l'appareil d'État français. Bon, et il y en a d'autres comme ça. Et quand j'en parle avec Annie Lacroix-Ries, du reste, elle me dit, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas revenus dans l'appareil d'État. Et, ils ne l'ont pas quitté. Ils sont passés du gouvernement de Vichy au gouvernement, au premier gouvernement de la Ve République. on a vu plus tard, alors quelques présidents plus tard, et ce ne sont pas forcément ceux qui on pense qui ont résisté le plus, mais on voit que la capitulation, en tout cas de la France, se fait sous Sarkozy, avec la réintégration du commandement intégré de l'OTAN, mais aussi finalement cette intégration dans l'Union européenne qui devient le véritable chef politique de tous les pays d'Europe en réalité. Et au-dessus de l'Union européenne, ou par influence, les États-Unis contrôlent. Alors, petite question et je vous relance sur comment ce contrôle se fait, vous l'expliquez dans votre livre, mais lorsqu'un président Trump arrive au pouvoir et il change, nous voyons des pays européens être complètement à l'opposé de ce qu'ils souhaiteraient faire. Est-ce que c'est de la cosmétique? Est-ce qu'ils n'ont pas encore été remis dans le rang? Ou y a-t-il réellement une possibilité d'être souverain et indépendant? Souverain et indépendant dans le cadre de l'Union européenne, c'est pas possible. Parce que l'Union européenne, comme j'explique dans le livre, elle a été conçue dès les années 1942 par les États-Unis, avec les politiciens atlantistes, bon, je parle de Monnet, mais il y a aussi les Allemands surtout, Oui, avec la volonté de préparer l'après-Vichy. Parce qu'en 1942-43, avec les premières grandes victoires de l'armée soviétique contre le Reich allemand, alors qu'ils ont déployé toute une armada, les États-Unis et les dirigeants de Washington ont bien compris que la guerre était perdue. Donc déjà, ils sont en train de préparer
l'après-Vichy sans Vichy. Et c'est ça, c'est là que se préparent les structures où on les voit agir avec, par exemple, dans les années 50-60, où ils vont agir sur la monnaie unique. Essayer de débarquer quand ils débarquent en 44, ils amènent avec eux une monnaie qui est imprimée aux États-Unis, ils commencent à la diffuser, et ce sont les gaullistes et les communistes qui s'y opposent. Euh, et ils vont revenir après. Ça va se faire mais de manière souterraine, avec des échanges secrets entre Marjolin, qui a des responsabilités au sein de la première organisation, la Communauté économique européenne, et qui se rend régulièrement aux États-Unis, et auquel les États-Unis disent il faut préparer une monnaie unique, mais en évitant tout débat public. C'est-à-dire, et ça va être peaufiné après, repris plus tard, tout ça, ça va être un travail souterrain qui va être fait, et ça va devenir plus ou moins officiel avec Jacques Delors, qui va créer le comité qui va porter son nom, le comité Delors, et c'est là que l'euro va être conçu de manière définitive. Mais c'est pareil pour le Parlement européen. Les États conseillent aux dirigeants atlantistes, il faut qu'il y ait un Parlement. Comme ils savent que les peuples sont éloignés de cette construction européenne, parce que le premier grand traité où les peuples sont conviés, 1980. Euh, Alors, comment les États-Unis influencent l'Union européenne pour en faire un Alors, laquais atlantiste? tout d'abord, c'était dès le lendemain. Il faut savoir déjà que les États-Unis ont eu pendant la Seconde Guerre mondiale d'excellentes relations avec le gouvernement de Vichy, puisque l'ambassadeur des États-Unis à Vichy avait des réunions régulières avec Pétain, mais aussi avec d'autres membres du gouvernement de Vichy. Je donne les noms à l'intérieur du livre. Et quand ils vont préparer donc la future Commission européenne, ce marché unique que veulent faire les États-Unis, parce que bien sûr, pour eux, c'est plus facile de contrôler et de se répartir un marché unique que d'avoir affaire à chaque fois à des États indépendants, souverains, qui vont s'opposer à certaines de leurs décisions. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont ni plus ni moins copier, en gros, ce qu'ont fait les Allemands avec l'espace économique global qu'ils voulaient mettre en place, à savoir un territoire, un marché unique, avec une monnaie unique, avec une langue unique, petit anglais, la monnaie, l'euro, un centre politique administratif qui sera Bruxelles, on remplace Berlin par Bruxelles. Et pour influencer, donc ils ont à l'intérieur des pays, ils vont financer à coût de millions de dollars des Ah, associations d'aspect culturel pour essayer de dire, ah mais pour promouvoir ce qu'ils appellent, du reste c'est assez remarquable, leur formule, les États-Unis d'Europe. Et dans le même temps, ils vont essayer de promouvoir tout un une série dans différents pays, mais principalement sur l'Angleterre, la France, l'Allemagne et l'Italie, des politiciens euh, qu'ils savent qu'ils sont acquis à l'hégémonie, à l'US Imperium. Et c'est avec ces gens-là qu'ils vont jouer. Et c'est ces gens-là qu'il va falloir présenter comme des pères fondateurs, parce que comme je le disais tout à l'heure, comme les peuples ont été écartés de cette construction européenne, et il faut leur donner l'impression démocratique. Il faut qu'il y ait un vernis démocratique. Ça sera le rôle du Parlement qui va être mis en place progressivement, où seront dans un premier temps des représentants des États, et où à partir de juin 79, où il y aura des élections d'eurodéputés au Parlement européen. ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point les peuples européens se laissent Ah complètement oui. avoir et ne sont absolument pas capables de déchiffrer Oui. et moi le premier, hein, je découvre ça il y a une dizaine d'années, hein, à peine, et je creuse encore. Moi, je ne me rendais pas compte de tout cela il y a 20 ans, il y a 30 ans, encore moins. Et pourtant, j'ai travaillé pour des entreprises américaines à travers le monde et j'ai rien vu venir. Quelle est la finalité? Parce que ma dernière question sera sur l'Ukraine, mais avant cela, quelle est la finalité de contrôler l'Europe? Est-ce que c'est d'en faire un allié puissance, d'en faire un lieu de pillage, ce qui a l'air d'être le cas aujourd'hui? Euh, les empires ne traitent, enfin, c'est pas vrai, j'allais dire, les empires ne traitent pas bien leurs colonies. C'est pas vrai, la France a bien traité ses colonies africaines.
Mais les États-Unis, que sont-ils en train de Non, faire mais avec pour les l'Europe? États-Unis, le problème, à un moment, c'est ce qu'ils voulaient faire. Ils pensaient il était nécessaire d'imposer leur système politique pour pouvoir piller le pays. En réalité, faut comprendre que les gens qui sont au pouvoir aux États-Unis, comme dans les principaux pays de l'Union européenne, ils ont été portés au pouvoir par l'oligarchie économique et financière. Ils doivent leur poste aux gens qui ont financé leur campagne électorale, qui l'ont permis d'accéder au pouvoir. Donc, à partir de ce moment-là, une fois qu'ils sont au pouvoir, l'objectif de ces gens-là, ben, c'est de favoriser, bien évidemment, ceux qui leur ont permis d'accéder au pouvoir. Alors les favoriser par des lois, par des connivences, on augmente les impôts, mais par contre on diminue les impôts des grandes sociétés transnationales. Je veux dire, tout un tas de mesures qui font ce qui est vraiment frappant au niveau des traités européens. Quand on prend le traité de Maastricht, l'article principal qui a été traité en premier par les dirigeants des grandes banques centrales, c'était la libre circulation des capitaux, empêcher toute entrave à la libre circulation des capitaux. Et ensuite, autre objet d'influence, le lobbying. Le Mhm. lobbying, puisqu'il y a, vous avez vu, j'en parle dans le livre, et j'en parle aussi dans un livre que j'ai publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy, Bilan noir, l'Union européenne contre la France, et où Mhm. l'on voit comment les lobbyistes, ils ont pratiquement, chaque lobby a ses députés, ses hauts fonctionnaires. Alors l'Union européenne, oui, ah mais on a fait un registre c'est transparent, chaque lobbyiste qui vient est obligé de s'inscrire. Alors déjà, ils ne sont pas obligés de s'inscrire, et puis ensuite, ils se réunissent notamment avec Business Europe, qui est l'organisation qui réunit le grand patronat de tous les pays membres de l'Union européenne, et ils travaillent entre eux, et ils vont jusqu'à dire, ben voilà les textes qui nous arrangeraient pour telle chose dans tel domaine, sur l'électricité, sur les hôpitaux, tel secteur qu'il faudrait privatiser, etc., etc. Donc c'est vraiment une machine. Et les États-Unis sont très forts du point de vue communication. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, les peuples se laissent, mais ils sont bercés par cette communication tous les jours. C'est l'objet d'un autre livre sur lequel j'ai travaillé avec l'écrivain Claude Janvier et l'abandon français, où on explique comment dans la vie de tous les jours la pensée unique s'installe au travers de la destruction de la langue, au travers de la culture, au travers du wokisme, au travers des grandes firmes de l'alimentation qui s'aperçoivent que les consommateurs commencent à déserter leurs rayons de malbouffe. Donc, ils ont tout de suite créé derrière une autre bouffe, la chimbouffe, on appelle ça, c'est-à-dire une bouffe carrément chimique qui est mise au point dans des laboratoires et Tout à fait. qui est habillée en verre et où on fait croire aux gens que, ah bah, regardez, ça, c'est une nourriture saine. Mais derrière, ce que les gens ne voient pas, c'est que ce sont les mêmes sociétés qui sont à la manœuvre. Mais on peut prendre tous les domaines, que ce soit de la culture, l'art, la langue, le vêtement, la manière de s'habiller, la manière de conduire, quand on veut réserver une place de train. Ça en est au point où même aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, vous avez des députés qui s'excusent quand ils vont parler en français. Ah, le soft power, ça peut aller très très loin. Ah ouais, oui, oui, mais ils sont très forts pour ça. Ouais. Et c'est vraiment insidieux, ça s'installe dans la vie de tous les jours. C'est là où les soviétiques n'étaient pas bons, en fait, Tout à pendant la fait, guerre froide. Ils étaient tout à très fait, mauvais là-dessus. tout à fait. Alors, peut-être, avant-dernière question, la guerre en Ukraine. Votre dernier chapitre. Installer la guerre en Europe. À quoi ça sert aux États-Unis d'installer la guerre en Europe? Bah, l'essentiel pour les États-Unis, pour l'oligarchie économique et financière, c'est que les Européens soient divisés et si possible opposés à la Russie. Pourquoi? Parce que quand les gens sont divisés, et quand la guerre, quand on peut implanter une guerre en Europe, ça crée des troubles, donc ça va désorganiser le système de production et ça va permettre à nos sociétés de s'accaparer des marchés. Et alors, ils l'ont déjà fait une première tentative en détruisant la République fédérative de Yougoslavie. Ça a Mhm. commencé en 86 jusqu'au bombardement de l'OTAN, qui fait qu'aujourd'hui, du reste, on n'entend pas beaucoup les écologistes là-dessus, qui fait qu'aujourd'hui, l'ancienne République fédérative de Yougoslavie, et notamment la Serbie, est le pays le plus contaminé d'Europe avec une explosion des cancers, et ça contamine y compris Eh oui. les pays à côté, et les pays limitrophes. Et ça permet surtout de diviser les Européens et donc ça permet à leur société transnationale de s'accaparer les marchés. Parce que le pire cauchemar pour les États-Unis, ce serait que l'Europe se parle, mais de Berlin à Moscou et du nord au sud, et que ces entreprises travaillent ensemble, parce que l'Europe, c'est un continent qui est très riche, qui a une richesse culturelle formidable, comme vous le savez,
bien sûr. qui a en plus des richesses du sous-sol, qui est le berceau des inventions. L'Europe a été à l'origine d'un tas d'inventions. Et ça serait le drame pour Washington, c'est que cette Europe se retrouve. Et du reste, quand les dirigeants soviétiques en 1987 ont prévu de détruire le mur de Berlin, l'idée, dans un premier temps, c'était de faire que l'Europe se retrouve géographiquement, physiquement, je dirais. Après, ils savaient que ça provoquerait chez eux il y aurait des secousses, mais ça allait peut-être permettre, il faut encore du temps, il faut encore du travail, d'éliminer la nomenclatura qui se présentait comme socialiste et qui était en fait un régime qui n'avait plus rien à voir avec le socialisme. Donc tout ça, ça se construit dans le temps et ça permet surtout, parce que je vais raconter une petite anecdote, il y avait un haut fonctionnaire de l'appareil d'État soviétique, euh, Georgi Arbatov, qui était un spécialiste de la diplomatie et de l'économie des États-Unis. Et c'était un fin connaisseur. Il a travaillé, été en poste aux États-Unis, il a été en poste et il était notamment, il y a des missions, c'était avant que Yuri Andropov, malheureusement, il n'est pas resté longtemps, il est décédé avant, Ah. mais ils avaient envoyé des missions en Suède, aux États-Unis et en Suisse, avec des objectifs différents. En Suède, c'était pour étudier les relations entre les avancées, entre la structure sociale, tout ce qui était social avec la population, c'est-à-dire que ça allait des jardins d'éveil, etc. Comment on pouvait améliorer le système, c'était ça l'objectif. Aux États-Unis, c'était pour travailler sur l'organisation de l'entreprise, et en Suisse, c'était pour travailler sur l'organisation de l'administration et les relations entre l'administration, la population avec son administration, avec l'objectif tout ça de moderniser plus tard et de faire rentrer dans la vie, dans la future Russie, des améliorations de la vie qu'il fallait faire passer dans la vie courante. Et Georgi Arbatov les rencontre en 87, à la fin de ses missions, il rencontre des hauts fonctionnaires aux États-Unis. Et dans la discussion, toujours très sûr d'eux, un des hauts fonctionnaires de Washington dit ah ben, bon, vantant toujours, bien sûr, oui, vous venez étudier chez nous, etc. Et un peu excédé, Arbatov leur dit très tranquillement, avec un joli sourire, mais nous allons vous rendre le pire des services. Mhm. Vous verrez, nous allons vous rendre le pire des services. Et 3 ans plus tard, le mur de Berlin disparaissait. Ouais. Alors, si vous voulez, on le voit bien avec l'Ukraine, après la Yougoslavie, l'Ukraine, l'objectif, c'est, même si c'est le désordre, c'est bien, l'essentiel, c'est que les Européens se battent entre eux, et pendant ce temps-là, nos entreprises peuvent piller leurs richesses. Parce que dans des pays qui sont en guerre, dans des pays qui consacrent des budgets faramineux, comme le fait Emmanuel Macron en France, veut le faire pour l'Ukraine, bien évidemment, vous voyez, la situation est catastrophique. La France est aujourd'hui le pays de l'Union européenne le plus désindustrialisé. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport qui a été fait par Incroyable. France Stratégie, qui est un organisme qui travaille auprès du Premier ministre et qui fait des études sur plusieurs années, sur un tas de secteurs du reste. Et sur le secteur de l'industrie, ils ont présenté du reste le rapport au Parlement en octobre ou novembre 2020, et où le constat est qu'en 40 ans, la France est devenue le pays le plus désindustrialisé de l'Union européenne. C'est vrai, et ce qui est incroyable, c'est qu'en un siècle, enfin les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais en Ouais, 1917, c'est les industries françaises, les Schneider, Creusot et plein d'autres, ouais. qui ont armé l'armée américaine qui débarquait en Europe. Oui, On tout dit à toujours fait. les États-Unis ont sauvé la France en 1918. C'est faux. La France a armé les soldats américains en artillerie, en fusils, en munitions, en logistique, en tout ce qu'on veut. Ils ont amené des soldats, mais ce sont les Français qui les ont entraînés. La France, elle, l'immense gagnant industriel de 14-18, on l'oublie. Et puis en 39-45, vous le mentionnez dans votre livre, il y a quand même une grande partie de l'industrie française qui arme les Allemands de l'opération Barbarossa. Ça, c'est assez Exactement. incroyable. Et on arrive d'un géant industriel qui était la France, peut-être le deuxième ou le troisième industrie au Ouais, monde dans les années 50-60, ouais, tout à à fait. aujourd'hui, si on comptait comptablement correctement, il ne ferait pas partie du G10, hein, Ouais. largement plus. Et donc c'est triste parce qu'il y a un savoir-faire et il reste que le terroir pour pas longtemps, justement. Et puis, alors peut-être ma dernière question, et je rappelle qu'on s'entretient avec Jean-Louis Isambert pour son livre Empêcher l'Europe, qu'il faut lire, achetez-le, il est génial. Culture et Racines, moi je l'ai commencé vendredi dernier,
et je ne l'ai pas lâché, à part pour dormir, quasiment pendant 24 heures. Il est formidable et à chaque fois, les notes de fin de page permettent d'aller plus loin et je remarque plein de livres que je connaissais et d'autres qui me donnent envie d'être lus. Donc vraiment un livre formidable. Dernière question, en tant que citoyen européen, en tant qu'Européen tout court même, qu'est-ce que nous pouvons faire? Sortir de l'Europe, sortir de l'Union européenne, pardon. Déjà, oui, Pour agir, pour que la France retrouve la grandeur, enfin ce qu'elle avait essayé de commencer du temps, on va dire, de la période des années 50 à 69, où quand elle parlait, sa diplomatie était écoutée à travers le oui, monde, et où elle avait des c'est prises de sûr. position, où c'était un pays écouté, je veux dire. Aujourd'hui, la France, c'est un no man's land qui se trouve quelque part au bout de l'Europe, au bord de la mer et dont tout le savoir-faire a été massacré et par les destructeurs qui sont au pouvoir. Et la première des choses, c'est de sortir de l'Union européenne, de la zone euro et de l'OTAN. Mais ça ne Mm. suffit pas. J'en discutais justement avec... et alors, on ne lui donne pas souvent la parole parce que vous savez qu'il y a eu une scission en 2004 au sein du Parti communiste français et il y a des militants et des élus qui ont quitté le PCF et qui ont créé un pôle qui n'est pas un parti, qui est un pôle qui s'appelle le pôle de Renaissance communiste en France, avec un programme politique. Et il me disait, mais la souveraineté dont parle un tas de partis, ça ne suffit pas. Il faut nationaliser dans un premier temps le secteur bancaire et financier et les grandes sociétés transnationales. Parce que toutes les TPE, les PME sont pris en otage par ces grands groupes. Et si on leur laisse les mains libres, et il a eu une image, il me dit, Fadi Kassem me dit, qui est le secrétaire national du PCF, c'est un ancien de Sciences Po, me dit, mais c'est un peu comme si on laissait la France dans l'état d'une ménagère qui peut aller faire ses courses où elle veut, mais elle n'a pas de porte-monnaie, sans son porte-monnaie. Donc c'est la nécessité vraiment de sortir de cette Union européenne, mais ça c'est localement, je pense qu'il faut agir, parce que quand je donne des conférences avec, par exemple, le réseau des patriotes, où j'ai des organisations des patriotes qui m'invitent souvent pour exposer mon travail et pour discuter avec eux, la question qui revient sans arrêt maintenant, qui ne venait pas il y a un an, c'est celle que vous posez, mais comment faire pour s'en sortir s'ils n'arrivent pas à se parler au niveau national? Et moi, ma réponse que je dis, mais localement, vous êtes patriote, vous connaissez des militants communistes, vous connaissez des militants de l'UPR, vous connaissez bien à la base, si vous avez des objectifs communs sur lesquels vous êtes d'accord, parlez-vous, rencontrez-vous et agissez ensemble. C'est de là que naîtra l'espoir, parce que c'est la base qui fera bouger les choses. Oui, Alors, c'est certain. ça paraît terrible face à tout l'appareil, je veux dire, qui est en place de communication qu'a la bourgeoisie au travers de ces médias, au travers de ces médias subventionnés. Mais quand les gens se parlent, quand les gens se rencontrent, je le vois bien, moi, dans les réunions où je vais, mais il y a des débats qu'il n'y aurait pas eu, même pas il y a un an, qu'il n'y aurait pas eu. La qualité du débat et le niveau de conscience sur mais comment faire, comment peut-on faire s'il n'arrive. Parce que ce qu'il y a, Pierrot, c'est que vous avez aujourd'hui des partis souverainistes en France, vous avez le pôle de Renaissance communiste, vous avez les Patriotes, vous avez le PARDEM, le parti de la démondialisation, vous avez l'UPR, je parle des Mhm. partis, hein, je ne parle pas des dirigeants. Tout Et à quand vous fait. regardez les programmes de ces partis politiques, moi je les ai examinés tous, et il y a des propositions qui sont similaires, communes. Et ces gens-là n'arrivent pas à se parler parce que ah bah lui il vient de gauche, ah bah oui mais non mais lui c'est un communiste. Mais l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est le poème d'Aragon. Les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat. Et c'est ce que je disais, c'est à la base. Il faut que ça, c'est d'en bas que viendront les changements. Et puis c'est en bas que les Français sont vraiment concernés par ce qui se passe dans la vie de tous les jours, au travers des impôts, au travers des questions écologiques, au travers de l'emploi, des commerces qui disparaissent, des entreprises qui ferment. Je veux dire, il y a des choses qui sont... on le voit avec le mouvement des agriculteurs, le mouvement des marins-pêcheurs. Mais ce qui manque, c'est la proposition fédératrice qui permettrait de faire converger tous ces mouvements vers une grande force nationale. Alors, ce n'est pas forcément un parti, c'est un mouvement national, une vague qui doit nettoyer les écuries d'Augias. Ouais. Il y a du travail. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Jean-Louis Zambert. Vous avez écrit un livre formidable, Empêcher l'Europe, les États-Unis contre l'Europe.
Je suppose que vous avez beaucoup d'ennemis en écrivant un livre comme celui-ci. Et en tout cas, c'est un livre qu'il faut lire. Faites-vous votre idée par vous-même. C'est juste très important de comprendre et de ne pas combattre les faux ennemis ou les moulins à vent. C'est très important. Jean-Louis Zambert, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Pierrot. À À très bientôt. bientôt.